Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec les professionnels du secteur de la gestion de patrimoine les actualités et les évolutions donc du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique où nous nous demanderons ensemble comment flécher l'épargne des Français vers les territoires. Un premier sujet que nous aborderons avec Vincent Lamotte, directeur général délégué de Perial Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui fera un focus cette fois-ci sur le private equity et plus spécifiquement sur les GP-led. Ces GP-led qui sont, selon la presse spécialisée, le moteur du marché secondaire en matière de private equity. Qu'est-ce qu'un GP-led et comment effectivement est-ce qu'il tire le marché secondaire à l'heure actuelle? Nous en parlerons avec Estelle Dolla, CEO et cofondatrice de Private Corner, mais aussi avec François Aguerre, vice-président de France Invest et co-head of investment and global head of origination chez Coller Capital. Et puis enfin, nous finirons cette émission avec un focus sur les groupements forestiers dans l'œil de l'expert, où nous aurons le plaisir de retrouver Jean-Marie Souclier, président de Sogenial. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment flécher l'épargne des Français vers l'économie des territoires? C'est le sujet qui va nous animer à présent sur Smart Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Vincent Lamotte. Bonjour Vincent Lamotte. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Alors c'est intéressant de se poser cette question aujourd'hui du fléchage de l'économie des Français vers l'économie des territoires. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui vous anime chez Perial Asset Management? Est-ce que ça remonte du terrain ou est-ce que c'est une volonté plus stratégique de votre part? Alors, effectivement, ce sont les deux raisons que vous évoquez, ce sont les bonnes raisons. Déjà, l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards qui sont aujourd'hui épargnés, dont 50% sont sur des comptes avec très peu de rémunération. Donc, il y a aussi une profondeur d'épargne qui est extrêmement forte. Et on a également des remontées de terrain, notamment de nos CGP, sur une volonté des Français de revenir sur une épargne française. D'accord. Et d'investissement en France. Ça, c'est ce que vous disent les CGP. Alors, il y a des remontées de terrain et puis il y a aussi des articles qui paraissent aujourd'hui, notamment les Éco-Patrimoine très récemment, où effectivement certains CGP, 8 CGP sur 10 disent que effectivement leurs investisseurs, leurs clients sont inquiets à cause du contexte géopolitique. D'accord. Inquiets sur les investissements réalisés à l'heure actuelle. Exactement. Et une des réponses qui est apportée, c'est que pour 60% en tout cas, c'est d'augmenter l'exposition à un investissement en France. D'accord. Donc voilà. Ça rassure. Et voilà, la souveraineté nationale reste quand même un investissement prioritaire. Donc c'est une demande effectivement des clients des CGP. Et pourquoi est-ce que Perial se positionne du coup sur ce fléchage vers l'économie des territoires? Alors, déjà, Perial, c'est un acteur historique. C'est 60 ans d'existence, c'est 450 actifs immobiliers. Il y en a 75% qui sont en France. Et dans ces 75%, il y en a 40% qui sont aujourd'hui en territoire, donc hors Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est à peu près 30%. Donc on est déjà un acteur historique. On connaît très bien ces territoires. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Perial, aujourd'hui, c'est une société de gestion qui a aujourd'hui pour mission de renforcer son exposition en territoire. Il y a quand même une vraie question qui se pose aujourd'hui sur l'investissement et le fléchage hors France. Bien sûr. Aujourd'hui, les SCPI, par exemple, c'est 5 milliards de collecte, à peu près 4 milliards d'investissements. Il y en a 80% qui sont investis en territoire hors France. D'accord. Donc, voilà. Donc, nous, chez Perial, on considère quand même que à rendement égal, on peut investir également en France. Et ça, c'est une priorité. À rendement égal, on peut investir en France plutôt que dans d'autres pays européens tout ou à même fait. plus loin? En termes de rendement, si on considère le rendement long terme, on peut trouver des rendements supérieurs à 7% en France. Le différentiel, finalement, entre la France et l'étranger aujourd'hui, c'est la fiscalité. Le sujet de fond aujourd'hui, c'est la fiscalité. La question, aujourd'hui, elle est très claire. Est-ce que flécher 80% des investissements des SCPI hors France pour des raisons fiscales, est-ce que c'est une bonne raison? Donc, il faut qu'on se pose la question. Alors effectivement, la fiscalité est plus avantageuse dans d'autres pays, l'Allemagne, etc. Mais à terme, est-ce que cette fiscalité restera plus avantageuse? C'est une vraie question aujourd'hui. Avec une dette à 3 500 milliards, est-ce qu'on va rester dans une situation où il y a des avantages ou des différences qui sont extrêmement fortes entre différents pays?
Est-ce que, si je reprends l'étude que vous citiez des Éco-Patrimoine et cette inquiétude qu'on peut avoir sur son épargne, et donc du coup le fait que investir un peu plus proche de chez soi et sur les territoires français, ça rassure, est-ce qu'il y a une notion de risque dans tout ça? Est-ce que c'est moins risqué d'investir sur le territoire à côté de chez soi qu'un petit peu plus loin, par exemple? Ça fait partie des raisons. On a voulu, nous aussi, être à contre-courant. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, si vous regardez le marché des SCPI, il y a beaucoup de SCPI qui se sont lancés avec une thématique qui est unique, la thématique européenne. Pas des thématiques immobilières, pas de thématique ESG, mais une thématique rendement. D'accord. Derrière cette thématique rendement, on peut s'interroger sur la qualité des investissements qui sont réalisés, notamment avec des acteurs qui ont une ancienneté de moins de 5 ans. Voilà. Gérer des actifs immobiliers, leur donner du rendement, ce n'est pas uniquement acheter, c'est sur le long terme. Donc aujourd'hui, Perial, c'est une société qui a 60 ans, qui a des SCPI qui ont plus de 30 ans pour certaines. Et donc, notre volonté aussi, c'est de donner de la pérennité à nos produits d'investissement. Et alors, très concrètement, comment est-ce qu'on investit dans l'économie des territoires, Vincent Lamotte? Aujourd'hui, nous, on a lancé 2 produits qui correspondent à cette thématique-là. On a une première SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, qui est une SCPI classique qui propose un TRI cible de 6 à 7%, donc un rendement cible de 6 à 7%. Investi en France uniquement. Investi en France uniquement, avec une vraie thématique immobilière qui est l'accompagnement des acteurs locaux dans leur problématique immobilière. Donc on va aller investir dans du commerce, on va aller investir dans du light industrial, c'est-à-dire du sell and lease back, accompagner des PME françaises qui vendent leurs actifs pour les louer. Et donc, investir dans tout type d'actifs immobiliers qui donnent des ressources ou de la dynamique financière dans les territoires. Ça, c'est un produit SCPI très classique. Voilà, on a un TRI cible de 6 à 7%. Et la fin d'année, on devrait être autour de 7 à 7,5% en termes de rendement. En période de collecte à l'heure actuelle? Période de collecte à l'heure actuelle, ouverte depuis un petit peu moins d'1 an. On a déjà investi sur 2 actifs. Quand je vous dis qu'on peut trouver des rendements qui sont équivalents à ceux qu'on trouve en Europe, on a 2 actifs entre 9,5 et 10% de rendement. Du commerce qu'on a acquis au premier semestre. Et là, aujourd'hui, on est sous exclusivité avec un actif plutôt de type light industrial, autour de 7,5% de rendement. Donc non seulement on peut faire du rendement en France, mais il y a des opportunités d'acquisition. Exactement, il y a des opportunités d'acquisition. Donc ça, c'est un premier produit qui est un produit retail. Et puis on a un deuxième produit qui est un fonds professionnel, un FPCI, qui a également vocation à investir en France et qui est spécialisé dans la transformation, la rénovation d'actifs immobiliers avec une stratégie value-add. C'est un fonds fermé, 6 à 8 ans d'investissement, TRI cible de 10%. Là, on est plutôt sur de la transformation d'actifs immobiliers. Donc, on prend des actifs obsolètes qui peuvent être des verrues dans les villes, par exemple, donc qui ne créent pas de valeur, et on leur donne de la valeur du flux financier. Et avec pour objectif ensuite de les revendre ou de les louer Avec pour objectif de les louer, de les revendre. Effectivement, c'est une stratégie de création de valeur. On appelle ça value add en terminologie immobilière. Alors, vous avez cité effectivement cette étude des Éco-Patrimoine qui est allée effectivement dans le sens de cette stratégie de Perial Asset Management. Est-ce que vous avez des retours? Vous nous disiez que la SCPI, par exemple, que vous mentionnez, existe depuis 1 an. Est-ce que vous avez des retours des conseillers en gestion de patrimoine sur ces stratégies et sur l'appétence des investisseurs sur ce type de stratégie? Alors, les retours, ils sont très positifs. On a effectivement certains CGP qui nous disent on manque de produits français. Alors, il y en a effectivement, il y a des concurrents de Perial Opportunité Territoire, mais on manque de produits français. Ça, c'est le premier retour. Le deuxième retour, c'est que certains CGP nous disent réellement que certains investisseurs ne veulent pas aller à l'étranger, ont peur d'aller à l'étranger. Il y a une peur aussi d'investir pour une certaine classe d'investisseurs potentiellement âgés, qui ne souhaitent pas s'exposer à l'Europe et qui préfèrent investir à côté de chez eux. Perial Opportunité Territoire, c'est cette vocation. C'est un produit qui est accessible, c'est 50 € la part. Donc ça permet d'investir peu d'argent, notamment en investissement programmé, par exemple, de 50 € tous les mois, et d'investir dans un actif qui est près de chez soi. Merci beaucoup, Vincent Lamotte. On finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, une question qui va nous animer durant ces 13 minutes ensemble. Qu'est-ce que les GP-LED? Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais si on se pose la question aujourd'hui dans Smart Patrimoine, c'est parce que plusieurs articles de la presse financière ont montré cet été que les GP-LED étaient désormais un moteur central du marché secondaire, du private equity. C'est bien de private equity dont nous allons parler aujourd'hui pour tenter de comprendre comment les CGP peuvent expliquer à leurs clients quelles sont les dynamiques à l'œuvre aujourd'hui en matière de private equity. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Estelle Delat. Bonjour Estelle Delat. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente et cofondatrice de Private Corner et nous avons également le plaisir d'être accompagnés en duplex et en mobilité par François Aguerre. Bonjour François Aguerre. Bonjour Nicolas. Vous êtes vice-président de France Invest, mais aussi senior partner chez Coller Capital. On va commencer avec vous, Estelle Delat. Peut-être une toute petite question. GP-LED, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du private equity? Parce que là, on est dans l'acronyme, dans l'anglicisme, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les investisseurs. Alors le GP-LED, c'est tout simplement une typologie d'opérations secondaires qui coexiste avec le LP-LED. LP comme Limited Partners, GP comme General Partners, donc les investisseurs, les gérants. Et donc le GP-LED, c'est tout simplement le fait pour un gérant de manœuvrer la sortie d'une société de son portefeuille pour venir la loger dans un fonds de continuation. D'accord, un fonds de continuation qu'il aurait créé lui-même, c'est ça? C'est ça, aux côtés d'autres investisseurs, puisqu'après on va en discuter certainement plus tard, mais il y a des enjeux d'alignement, de qualité de l'actif, de valorisation de l'actif. Et donc ça, c'est vraiment les points de vigilance sur lesquels on reviendra à regarder avant d'aller investir l'argent de ses clients dans ce type d'opération. Mais alors, juste pour bien comprendre, si on fait la différence avec le LP-LED, ça veut dire que dans un schéma classique, on a un fonds de private equity qui investit dans une entreprise et ensuite la sortie, ça peut être la vente à un autre fonds. Ou à un industriel. Ou à un industriel. Ou une cotation en bourse. D'accord, ça c'est le schéma classique. Et le GP-LED, c'est le gérant du fonds qui a envie de continuer l'histoire, mais différemment avec l'investissement qu'il a réalisé. C'est ça. Et donc la qualité de l'actif, elle est vraiment assez binaire, dans le sens où soit ça va être une pépite, donc un actif qui a encore un fort potentiel de création de valeur et sur lequel le gérant va vouloir continuer à être intéressé. Parce qu'il n'a pas envie de s'en séparer. Voilà, tout exactement. Ouais, et donc, mais fonds. néanmoins, il doit rendre l'argent à ses investisseurs existants dans ce fonds. Donc, il va leur proposer de sortir et également leur proposer de continuer l'aventure en tant qu'investisseur dans ce fonds de continuation. Donc, c'est vraiment au choix de chacun. On suit ou pas. Et puis, après, vous avez des actifs un peu plus... dont la qualité est un peu plus discutable. D'accord. Et donc, on préfère ne pas les sortir tout de suite, c'est ça? Potentiellement, les gérants peuvent se passer les actifs entre eux. Et donc, c'est là où ça ne les empêche pas de faire du GP-LED, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux types de qualités. D'accord, il faut avoir en termes tête de GP-LED. Et il y a des garde-fous sur lesquels va certainement approfondir François, qui permettent justement de s'assurer quelque part que tous les marqueurs sont au vert pour avoir l'assurance raisonnable de la qualité de l'actif dans lequel on est en train de poursuivre l'investissement. François Aguerre, après ce point définition, pour bien comprendre effectivement comment ça se passe, vous constatez, vous, aujourd'hui, chez France Invest, qu'il y a de plus en plus de GP-LED par rapport à il y a quelques années et que c'est devenu une sortie de plus en plus conséquente par rapport à la cotation en bourse ou la vente à un industriel? Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché du GP-LED, aujourd'hui, il a à peu près 10 ans. Il a démarré aux alentours de 2015 avec ampleur. Donc, ce n'était pas nouveau à l'époque, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui GP-LED, c'est des transactions qui ont existé depuis les années 90. Mais la différence, c'est l'ampleur que cela a pris depuis une dizaine d'années. Le point que je ferai pour mettre en perspective, parce que je pense que c'est très important de bien comprendre, c'est lié d'abord et avant tout au développement et à la maturité du marché du private equity. L'industrie du secondaire, c'est une industrie, donc c'est une stratégie d'investissement qui est différente de la plupart des autres, en ce sens où notre activité consiste à fournir de la liquidité aux acteurs du marché de private equity. D'accord. On n'investit pas dans une société en particulier, et donc pendant longtemps, on a apporté cette liquidité aux investisseurs, donc les LPs, et depuis 10 ans, on apporte aussi cette liquidité aux autres acteurs. Il n'y a que 2 acteurs dans le marché, il y a les investisseurs et il y a les gérants. Donc on apporte aussi cette liquidité aux gérants. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ?
Parce qu'il y a 20 ans, un gérant, c'était quelqu'un qui levait un fonds, qui investissait ce fonds, et ensuite qui allait lever un autre fonds. Donc, la mécanique dont vous parliez tout à l'heure, qui était j'achète une société, je la gère et je la vends, elle était simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gérants qui ont 5, 10, 20 stratégies différentes et qui donc se retrouvent à gérer pas seulement un fonds, mais à gérer en fait un portefeuille. Donc, la réflexion de liquidité par rapport à un portefeuille avec beaucoup de stratégies et beaucoup d'actifs différents, elle-même, elle devient plus sophistiquée, elle devient plus mature, d'où la coïncidence avec cette émergence des GP-led. Mais alors, une question peut-être pour Alors vous. juste une dernière info peut-être Bien de sûr, donner, c'est allez-y. qu'aujourd'hui, le GP-led, ça représente un peu moins de la moitié du marché dans le monde entier, du secondaire par an. D'accord, un peu moins de la moitié. Ah oui, donc ça a pris quand même 45%, ouais. 45%, donc ça a pris une ampleur quand même assez conséquente et c'est à ne pas ignorer quand on est, par exemple, conseiller en gestion de patrimoine. Même question pour tous les deux, mais on va commencer avec vous, François Aguerre. Quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on voit l'essor du private equity depuis plusieurs années, qu'on doit accompagner des investisseurs particuliers sur ce secteur et qu'on voit effectivement que le GP-led est une sortie qui prend de l'ampleur et qui peut du coup rassurer sur le dynamisme, mais il y a aussi des limites effectivement à avoir en tête. Comment est-ce qu'on fait pour faire une sélection? Quelles sont les questions à se poser? Comment est-ce qu'on accompagne les investisseurs? Oui, donc cette transaction-là, comme l'indiquait Estelle, sont des transactions où il y a une sensibilité supérieure, puisque effectivement, quand un investisseur passe un actif d'un véhicule à un autre véhicule, et à chaque fois géré par ce même acteur, il peut y avoir des sujets qui sont des sujets de conflit d'intérêts. Donc il faut être sensible à ça. Une nouvelle fois, c'est pas forcément nouveau. Des gérants qui vendaient d'un fonds à un autre fonds, ça existe depuis longtemps. Mais donc, il faut avoir en tête que c'est le cas. L'industrie du private equity, elle repose sur la confiance entre le LP et les GP. Puisqu'on donne du capital à gérer à un gérant qui n'a pas encore investi dans un portefeuille. Et donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que même si ces transactions sont un petit peu différentes, c'est la même philosophie qui doit s'appliquer. Donc, l'intérêt de ces transactions, le plus souvent, c'est que ce sont des transactions d'actifs qui sont en moyenne les meilleurs Alors, dans lesquels les gérants ont investi. Donc, par rapport à ces clients, quand on est un CGP, ça donne forcément envie d'essayer d'avoir accès à ces meilleurs actifs. Estelle Delat, même question. Quelles sont les limites à avoir en tête quand on est un conseiller en gestion de patrimoine? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner effectivement cette très belle histoire que le gérant a envie de continuer et puis cette histoire moins belle que le gérant a peut-être envie de cacher pour le moment avant peut-être d'espérer que ça devienne une belle histoire? Oui, ben justement, c'est ce que je disais. Ça peut être soit des actifs fatigués, soit des actifs, à contrario, de très très bonne qualité. Donc, les points de vigilance, ça va être la valorisation à laquelle va être faite la transaction et surtout pas tout seul, pour avoir quelqu'un qui vient justement challenger cette valorisation. D'accord. Donc effectivement, c'est un métier qui est basé sur la confiance. Donc on peut imaginer déjà que s'il y a un tiers, Ça change un petit peu la donne. ça donne d'autant plus confiance à la valorisation. Et puis des sujets de gouvernance et d'alignement, justement, entre toutes les parties prenantes autour de la table, y compris les investisseurs. Après, pour donner quelques chiffres, le marché du secondaire en 2024, c'était 162 milliards dans le monde. Dans le monde, oui. En Europe, sur le GP-led spécifiquement, 75 milliards et plus 173% entre 2019 et 2024. Donc c'est vraiment devenu une stratégie à part entière chez les gérants, comme le disait François, notamment du fait de la maturité du primaire. Parce que sans le primaire, naturellement, il n'y a pas de secondaire. Donc, c'est quelque chose qui s'est très, très professionnalisé. Effectivement, les cessions à des industriels étant devenues plus compliquées, les introductions en bourse, pas forcément toujours plébiscitées par les entrepreneurs, c'est une voie qui est de plus en plus poursuivie. Donc après, il faut juste être vigilant à ce que ce soit fait pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Et est-ce qu'on est souvent dans le schéma que vous décrivez tout à l'heure où le GP-led se fait finalement avec les mêmes investisseurs que lorsqu'il y a eu le premier tour ou souvent, en tout cas, justement, du fait qu'il y a déjà cette connaissance de l'actif, et ça, c'est aussi un gros avantage, c'est d'avoir la connaissance de l'histoire d'avant. Quelque part, le GP-led, c'est une seconde vie qui est donnée à un même investissement. Donc, quand on a confiance
l'équipe de gestion qui nous a fait vivre cette première partie de l'aventure, Bien sûr. on est souvent enclin à remobiliser une partie de son retour sur investissement dans ce fonds de continuation. Mais ça veut dire qu'il faut suivre et connaître les Évidemment. gérants. Et vous l'avez dit, c'est une relation de confiance. De donner de la transparence, de l'information dans la durée pendant la première partie de la vie d'investissement. Mais ça, évidemment, c'est... Ce qui n'est pas toujours évident quand on est conseiller en gestion de patrimoine, puisqu'on fait pas mal de choses à côté. Et pour autant, il faut être capable, quand on va proposer du private equity à ses clients, de suivre et de connaître les gérants, de se faire sa propre expertise. Et c'est le rôle que Private Corner joue depuis 5 ans désormais auprès des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées. C'est d'aller sélectionner ces gérants qui ont démontré leur capacité sur différentes stratégies qui vont s'intégrer en complémentarité dans la construction d'un portefeuille et de leur donner justement de l'information, de la transparence, des outils pédagogiques pour vraiment s'approprier cette classe d'actifs et accompagner les clients privés de manière la plus éclairée qui soit pour vraiment faire de cette classe d'actifs une classe d'actifs à part entière dans la construction d'un patrimoine global sur les actions, les obligations. Oui, bien sûr. L'idée, c'est pas du tout d'opposer côté et non côté, c'est vraiment d'en faire une approche globale dans la gestion de son patrimoine et d'aller investir justement dans les bonnes stratégies en fonction des cycles. François Aguerre, une dernière question avec vous, si vous nous entendez toujours. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cet essor continue dans les prochaines années? Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, François Aguerre. Alors, j'ai peur que la connexion ait été interrompue. Est-ce que le son est là? C'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez, François Aguerre? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cet essor continue dans les prochaines années et est-ce que les CGP ou ceux qui souhaitent investir doivent se former à ce type de sortie aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus conséquent? Alors, sans aucun doute, l'effort va continuer. Maintenant, il faut mettre les choses en perspective par rapport aux produits qu'ils souhaitent proposer leurs clients. Dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 10 000 sociétés de gestion. Donc 10 000 sociétés de gestion, ça veut dire que si chacun gère en moyenne 3 fonds, il y a 30 000 fonds de private equity ou de marché privé. À aujourd'hui, après 10 ans, on est encore dans des nombres qui sont des nombres de moins de 1000 GP-led qui ont été réalisés. Donc 1000 GP-led, c'est des sociétés particulières, 30 000 fonds, s'il y a 10 sociétés par fonds, ça fait 300 000 sociétés. Donc on est dans des proportions qui sont des proportions extrêmement faibles par rapport à l'ensemble du marché. C'est juste pour mettre en perspective quand même. Eh bien, on finira là-dessus. Merci à tous les deux. Merci François Aguerre, vice-président de France Invest et senior partner chez Coller Capital. Merci également Estelle Dola, présidente et cofondatrice de Private Corner. Merci, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous allons faire un focus sur les groupements forestiers d'investissement. Comment et pourquoi y investir? Nous posons la question à Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Sogénial. Sogénial qui propose notamment Cœur Forest, qui propose d'investir dans des forêts françaises. Alors, on en a déjà parlé sur ce plateau des groupements forestiers d'investissement, mais qu'est-ce qui fait la spécificité en cette rentrée de ce groupement forestier d'investissement et d'un groupement forestier de manière générale? Alors, la spécificité qu'on va avoir, c'est d'abord le ticket d'entrée, parce que nous, on vient du monde de la SCPI, où on pense que l'investissement immobilier doit être offert le plus largement possible. Donc déjà, on a un ticket d'entrée qui est assez faible, puisqu'il est à 1 000 €. Donc à partir de 1 000 €, on peut se constituer un patrimoine en forêt et se diversifier dans ce domaine-là et donner du sens à son investissement. Et puis la deuxième raison, c'est le sens, c'est qu'en fait, nous, on va aller essayer d'aller chercher les meilleures négociations dans les forêts, de limiter notre collecte pour justement avoir un peu de temps pour investir et pas avoir d'obligations dans ce domaine-là. Et puis ça va être dans notre gestion aussi, puisque dans notre gestion, on va chercher ce qu'on appelle, nous, une canopée continue, un couvert continu, donc d'avoir toujours des arbres, donc pas de coupe rase. La coupe rase, ça va détruire la biodiversité, ça va détruire tous les systèmes, tous les services écosystémiques rendus par la forêt. La coupe rase qui est un des moyens de rentabiliser certains groupements forestiers, mais qui n'est pas la stratégie, du coup, si je comprends bien, de Cœur Forest. Alors, c'est un moyen de rentabiliser à certains moments, puisque finalement, on va couper tout à un seul moment, on envoie des équipes, elles font tout, et puis elles n'ont pas à revenir. Le problème, c'est quand vous faites ça, vous envoyez des machines de plusieurs dizaines de tonnes qui vont tout raser, tout couper, tout écraser, qui vont enlever toute la biodiversité, donc tous les services écosystémiques rendus par la forêt. Et c'est un des grands apports de la forêt, c'est ces services écosystémiques, justement.
Donc pas de coupe rase chez Cœur Forest. On évoque aussi souvent le rôle de la forêt comme puits de carbone. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans une stratégie de gestion de patrimoine. Alors la forêt, c'est naturellement un puits de carbone, puisque l'arbre va naturellement séquestrer du carbone. Donc c'est notre travail à nous, finalement, c'est d'optimiser cette séquestration carbone et après d'essayer de la monétiser. Alors on l'optimise comment? On l'optimise déjà avec une variété d'essences. Essayer le moins possible d'être en mono-essence. Alors on a les Landes qui sont très connus pour avoir des pins, mais par exemple nous on réintroduit des chênes, on réintroduit d'autres essences qui existaient à l'origine et qui ont été supprimées. Et en fait ça va déjà permettre d'optimiser la séquestration carbone. Cette séquestration carbone, on va essayer de la monétiser, puisque finalement on a les labels bas carbone aujourd'hui qui nous permettent de monétiser ces éléments. Ça commence à arriver dans les GFI, puisqu'à la base c'était un placement purement immobilier et forestier. Sûr, oui. Et donc, on est en voie de développer ces éléments dans nos fonds. Et donc, comment on les monétise, ces éléments? C'est-à-dire qu'on vend des quotas carbone quelque part Alors, on les monétise de deux façons. On va dire qu'on a une façon peu monétaire de les monétiser, si je peux me permettre. Ouais. C'est d'abord finalement nos porteurs de parts qui sont sensibles finalement à toutes les actions qu'on mène. Et ça va être tout le travail qu'on va mener sur les services écosystémiques rendus par la forêt, puisqu'en plus du carbone dont on peut en effet vendre des certificats, donc créer des certificats et les vendre avec le label bas carbone. Nous, on va aussi travailler sur tous les autres services écosystémiques de la forêt qui ne sont pas monétisables aujourd'hui, mais on se dit qu'un jour, ils le seront peut-être, parce que la forêt rend de grands services. Elle conduit à la stabilité des sols, elle conduit au règlement climatique, puisqu'en fait, on sait très bien que quand on a des arbres, on a plus de fraîcheur. Elle contribue à la biodiversité, elle contribue à la filtration de l'eau. Tous ces services sont rendus gratuitement aujourd'hui par la forêt. C'est assez peu valorisé aujourd'hui dans le prix d'une forêt. On espère, nous, que dans quelques années, ce sera beaucoup plus valorisé dans l'intérêt des Français et des porteurs de parts de nos fonds. Il y a un terme que vous n'avez pas du tout employé, Jean-Marie Souclier, alors que c'est souvent quand même un argument quand on parle de groupement forestier d'investissement, c'est le terme fiscalité. C'est plus le premier prisme d'investissement dans un groupement forestier d'investissement? Alors, je pense que c'est un prisme qui reste très important, puisque finalement, vous avez une exonération d'impôt de 18% à l'entrée, avec toutes les règles qui s'appliquent, qu'il faut regarder de façon précise pour être sûr qu'elles vous soient applicables. Et puis, vous avez un abattement sur les droits de mutation, non droits de succession ou droits de donation de 75%, en fonction, qui est capé par le taux d'investissement d'un GFI en forêt. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui restent importants. Et évidemment, l'exonération d'IFI, qui va intéresser beaucoup de gros patrimoines. C'est des éléments importants, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'intéressent à la forêt par le sens. C'est-à-dire que finalement, l'avantage fiscal, c'est un peu la carotte qui arrive, la carotte fiscale, comme on dit souvent, qui arrive à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent sur la forêt parce qu'ils ont un vrai intérêt à protéger la forêt. La meilleure façon de protéger la forêt, c'est d'en être propriétaire. Et la façon la plus simple d'en être propriétaire, c'est de rentrer dans un GFI comme Cœur Forest. Merci beaucoup, Jean-Marie Souclier, de nous avoir accompagnés dans cette dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président de Sogenial. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.